Cette conférence va maintenant Donc être on a bien enregistrée. choisi alors. Alors, point important, nous allons enregistrer ce webinaire. Donc, les personnes qui ne souhaitent pas être vues à l'écran, n'hésitez pas à masquer votre caméra. Bon, quelle heure est-il? 14h01. Bon, déjà, on voit qu'il y a des personnes connectées, donc ça fait plaisir de voir que effectivement c'était relativement simple peut-être de changer, de switcher de Zoom à GoToGo, non? Comment ça s'appelle ce truc d'ailleurs? J'ai pas fait attention. GoToMeeting. GoToMeeting, voilà. Je pense que tu peux commencer, hein, Corinne, les gens vont arriver petit à petit. Et on D'accord, reprécise bien pour ceux qui viennent de rentrer que la session est enregistrée et que si vous ne souhaitez pas apparaître à l'écran, de bien masquer votre caméra. très bien. Bon, eh bien alors on y va. Bonjour tout le monde, je suis vraiment ravie de vous accueillir, d'autant plus que ce Talk to Talk, c'est une nouvelle version que nous faisons maintenant de webinaire, notamment sur la session de la loi de finances 2023 pour à la fois dresser un panorama des nouvelles mesures et surtout pour aborder ensemble les mesures qui ont été mises en place suite à la hausse du coût de l'énergie. Mais pour nous, c'est aussi une première, donc c'est pour ça que je suis encore plus ravie de voir qu'il y a toutes ces personnes connectées. Alors, j'ai une petite précision à vous faire, c'est que l'émission va être enregistrée, donc si certaines personnes ne souhaitent pas apparaître, qu'elles désactivent leur caméra, il n'y a pas de souci, mais au moins l'information est donnée. Alors, notre invitée aujourd'hui, et un grand merci d'ailleurs, c'est Catherine Brigand, la directrice régionale des finances publiques. Merci Catherine. Donc nous allons aborder le sujet dans un premier temps sur environ 20-25 minutes, peut-être moins d'ailleurs, mais ça va aussi dépendre un peu de votre réaction, sur les principales nouveautés de la loi de finances pour 2023 qui concernent les entreprises. Et un deuxième temps de cette émission sera donc consacré sur des mesures qui nous concernent tous, parce que même si on a le bouclier tarifaire, on a une attestation à remplir, donc il y a quand même des process. Et Catherine nous expliquera tout ce qu'il faut faire. Bien évidemment, on répondra dans la mesure du possible à vos questions. Pour celles pour lesquelles on n'aura peut-être pas la réponse, c'est pas grave, vous nous laisserez l'information par chat ou par mail et on vous apportera le plus vite possible la réponse à votre question. Voilà, donc Catherine, si tu veux bien te présenter auprès de nos adhérents et non-adhérents d'ailleurs, tous ceux qui ont bien voulu assister à ce webinaire. Eh bien, chère Corinne, merci Madame la Présidente, merci et bonjour à toutes les personnes qui ont réussi à se connecter. Comme l'a dit tout à l'heure Corinne Inesti, nous allons faire 2 séquences, mais je pense qu'elles vont être un tout petit peu déséquilibrées parce que la peinture des mesures concernant plus particulièrement les TPE et les PME dans la loi de finances ne sont pas très nombreuses, donc on peut soit s'en réjouir, soit le regretter, mais c'est un constat. Et donc, je vais bien sûr les passer en revue, mais je crois, sans me tromper, qu'on sera peut-être un petit peu plus disert sur le sujet du soutien que nous apportons aux entreprises, quelle que soit leur taille, mais bien sûr plus particulièrement aujourd'hui sur les TPE et les PME, parce que je pense que c'est à peu près le public que nous avons devant nous, en matière de dépenses d'énergie qui ont bien sûr connu, comme vous le savez, une augmentation assez conséquente. Alors, commençons déjà par une présentation rapide des principales mesures, sans que ce soit exhaustif de ma part, puisque je n'ai pas la prétention de me substituer aux fiscalistes de haut vol que peuvent être l'ensemble des spécialistes du chiffre et du droit. Alors, si vous pouviez couper vos micros, s'il vous plaît, parce que ça fait un peu d'écho. Voilà. Donc, la loi de finances cette année comporte quelques mesures phares, je dirais. La plus importante et celle qui doit vous interpeller de façon immédiate, c'est le taux réduit de l'IS qui est à 15% désormais, qui est en faveur des PME
et qui s'applique pour les bénéfices à hauteur de 42 500 €. Alors, petite subtilité, nous en parlions avant que la conférence ne commence, ce taux de 15% dans un certain quantum de bénéfices s'applique pour l'imposition des résultats des exercices clos à partir du 31 décembre 2022. Donc, ça veut bien dire que je dirais que la limite en profondeur, l'exercice concerné qui va au plus loin dans la profondeur, ce sont les exercices qui ont pu être ouverts à compter du 1er janvier 2022. Donc, on est vraiment sur cette mesure phare. Bien évidemment, elle fera l'objet de commentaires par l'administration des finances publiques. À ce stade, je vous fais juste en fait le warning de l'article 37 du PLF qui prévoit, enfin de la loi de finances maintenant puisqu'elle a été votée. On a également quelque chose d'intéressant, mais plutôt pour les entreprises innovantes. On a une disposition qui est assez importante et qui concerne la prolongation du dispositif de 3 ans à destination des jeunes entreprises en termes d'exonération des bénéfices. Alors, sachant que cette exonération de 3 ans qui est prolongée, elle durera 8 ans, elle durera 8 ans, mais uniquement. Ça va, je débloque. Éteignez votre micro, s'il vous plaît. Fermer vos micros, s'il vous plaît. Voilà, merci. Pour refaire la police comme du temps du confinement, si vous pouviez tous fermer vos micros, merci. Donc, la prolongation de 3 ans de dispositif d'exonération des bénéfices à destination des jeunes entreprises innovantes, elle durera 8 ans pour les entreprises qui, elles, sont créées à partir du 1er janvier 2023. Donc, on prolonge l'ancien dispositif sur 3 ans, mais pour toutes celles qui sont créées à partir du 1er janvier 2023, ça durera 8 ans, donc exonération des bénéfices. On a d'autres dispositifs concernant les entreprises, mais très concrètement et très succinctement, ça concerne plutôt des grandes entreprises puisqu'il y a une mesure qui concerne l'institution d'une contribution de solidarité sur les surprofits de certaines entreprises du secteur de l'énergie. Je ne pense pas qu'il y en ait dans l'auditoire aujourd'hui, mais enfin, à tout hasard, je signale cette surtaxe. Et puis, il y a également un régime d'étalement des subventions d'équipement prévu et étendu aux sommes versées par les organismes créés par les institutions de l'Union européenne, et la même chose pour les certificats d'économie d'énergie. En fait, ces étalements de subventions d'équipement, elles concernent vraiment des dispositifs particuliers par rapport à des dispositifs européens, et ces dispositifs d'étalement de subventions d'équipement, en fait, elles sont à peu près similaires à toutes celles qu'on a pu connaître, et les dépenses qui sont relatives, et là c'est très important pour notre département, les dépenses qui sont relatives aux aides à la recherche, qui sont affectées à des dépenses de recherche immobilisées, donc elles peuvent être indépendantes de tout équipement, elles peuvent être en revanche immobilisées en vue d'eux, on se comprend, et bien celles-là également profiteront du même régime d'étalement. Donc on a vraiment des dispositifs qui sont assez inégaux dans leur cible. Vous avez 2 grandes mesures phares pour les petites entreprises et 2 mesures qui concernent plutôt les grandes entreprises. À signaler, alors quelque chose qui n'aura aucun impact pour la vie des entreprises en matière de TVA, mais on a procédé à la réécriture d'un article dans le Code général des impôts qui permet de dispenser de toute taxation de TVA la transmission des universalités de patrimoine, transmission universelle ou partielle de patrimoine. Or, il a fallu rédiger à nouveau l'article pour tenir compte de précisions communautaires, puisque voilà, l'article n'était peut-être pas écrit comme il l'aurait dû maintenant que la 6e directive a été complètement remaniée il y a quelques années. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que ça ne change absolument pas le dispositif de non-taxation quand on transfère des patrimoines tout ou partie du moment que ça concerne des branches d'activité bien définies. Et par contre, il y a également une modification du champ du taux réduit de la TVA dans le secteur agroalimentaire. Je ne pense pas qu'il y en ait dans la conférence de cet après-midi, mais également l'application du taux de 5,5 pour les travaux de rénovation énergétique. Ce qu'il faut retenir de tout ça, ce sont les mesures phares côté fiscalité des entreprises, comme on dit dans notre présentation un peu technocratique. Il y a d'autres mesures qui concernent la fiscalité des particuliers.
Bon, je dirais que la plus importante, c'est peut-être à titre privé, vraiment privé, la possibilité désormais de moduler son prélèvement, son taux de prélèvement à la source quand on évalue qu'on va avoir soit une augmentation, soit une baisse de ses revenus de 5% et non plus maintenant de 10% au moins. Donc, vous voyez, on essaye de caler un petit peu plus à la réalité, je dirais, budgétaire des ménages, la possibilité que l'on a à tout moment de l'année de tenir compte des événements de la vie dans notre foyer fiscal. C'est important parce que un entrepreneur individuel, via les acomptes, il peut tout à fait effectivement être concerné par des baisses de revenus. Quand vous êtes sur une entreprise, il ne faut jamais oublier, si vous êtes taxé BIC ou bien sûr si vous êtes libéral BNC, vous devez regarder les aides dont vous avez la possibilité de bénéficier en termes au regard de votre entreprise, mais il faut toujours penser, est-ce que par hasard sur mon impôt sur le revenu, je n'ai pas quelque chose à faire également? Je dirais que pour vous aider à bien y voir clair dans tout ça, ceux d'entre vous qui ont la chance d'avoir un expert comptable ne doivent pas hésiter à se tourner vers nos partenaires de confiance que sont les experts comptables et pour les plus grandes entreprises, les commissaires aux comptes, mais en premier lieu, bien sûr, les experts comptables. Et bien entendu, pour ceux qui n'ont pas d'experts comptables, je rappelle que l'interlocuteur naturel pour poser les questions sur ce genre de dispositif et sur la fiscalité des entreprises, c'est et ça reste le service des impôts des entreprises pour lequel vous pouvez prendre contact et demander un rendez-vous en l'appelant au téléphone. Alors, il n'y a plus de caméra, il n'y a plus rien, mais j'espère que vous m'entendez bien. Ça, c'était la première séquence. Donc, voilà. Donc, si à ce stade, vous avez déjà quelques questions, on peut vous laisser le temps d'y réfléchir un petit peu, mais ou alors vous pouvez les poser par le chat. Et je crois qu'il y a déjà des questions. Moi, je Alors, je vais juste. Ouais, vas-y, Corinne. Non, juste le temps que les questions arrivent, pour dire qu'effectivement, aujourd'hui, c'est très bien que le taux réduit soit passé donc de 15% à 42 500 €. Donc, ça va dans le sens où, effectivement, au-delà des 38 120, c'était le taux normal qui s'appliquait, donc maintenant qui est que de 25. Donc, il y a quand même une mesure qui va faire qu'on va peut-être payer, effectivement, au niveau des entreprises, dans la mesure où dépasser les 38 120, vous paierez moins d'impôts sur les sociétés. Mais surtout, il y a une bonne nouvelle, même si elle s'applique a priori peut-être un peu plus tard et sûrement en 2024, la CVAE ne va plus, c'est la dernière année. Alors, donc tu veux nous en donner J'allais y venir, mais je voulais déjà faire les impôts d'État. J'allais y venir maintenant à la tranche un peu plus complexe, les impôts locaux. Alors, sur les impôts locaux, tu l'as dit, Corinne. Non, mais c'est de ma faute, j'aurais dû le préciser. Sur les impôts locaux, il y a effectivement la baisse de la CVAE, donc pour moitié, ce qui ne ravit pas forcément les collectivités locales, mais pour lesquelles vous savez qu'il y aura de toute façon une compensation qui sera effectuée par le biais d'un prélèvement national sur la TVA et qui sera donc reversée aux collectivités locales qui perdent le produit de la CVAE. Et bien évidemment, puisqu'on supprime, mais en 2 ans, le taux de la CVAE, le taux du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée est abaissé pour tenir compte de l'étalement sur 2 ans. Donc, ça, c'est la mesure phare en termes d'impôts locaux. L'autre mesure très importante en matière d'impôts locaux, c'est que la révision des valeurs locatives des locaux pro, qui cette année, enfin en 2022, devait donner lieu à une mise à jour en fonction d'une déclaration que chaque entreprise devait produire pour vraiment coller à la réalité de l'évolution de ses bases. Eh bien, cette révision qui donc est prévue dans le texte de loi depuis 2017 tous les 6 ans, elle est reportée à 2025. Ce qui veut donc dire que les bases de la révision des valeurs locatives professionnelles vont bien sûr être mises à jour, mais elles seront révalorisées en fonction du droit commun, c'est-à-dire en fonction du taux qui sera d'actualisation qui sera mis en place tous les ans et qui, je ne sais pas comment il va être calculé pour l'année qui vient, mais enfin, n'aura donc pas d'autres répercussions que l'augmentation normale du taux des bases. Donc, la révision des valeurs locatives des locaux pro n'entraînera pas de bouleversement par rapport à la situation que vous pouvez connaître en matière de taxe foncière sur propriété bâtie, sur la CFE et sur la taxe foncière de propriété non bâtie, par rapport donc à ce que vous avez pu connaître sur les quelques années précédentes. Ça, c'est la grande nouveauté. Alors, là, je voudrais également aborder d'autres sujets qui ne sont pas vraiment liés à la fiscalité stricto sensu, mais vous dire que si c'est des bonnes nouvelles. Pour, voilà.
il y a une bonne nouvelle, c'est que vous pourrez maintenant désormais conserver les documents comptables que vous recevez ou que vous conservez sur support électronique. Il n'y a plus nécessité maintenant de rematérialiser systématiquement et vous aurez le droit de les conserver sur cette forme durant l'intégralité du délai de conservation qui vous est imposé. Donc ça, il faut taper à chaque fois en fonction des impôts et en fonction de la matière. Les délais de conservation ne sont pas forcément les mêmes, mais maintenant, la conservation sur support électronique est tout à fait légale. Elle est dans l'article 62 de la loi de finances pour 2023, donc il n'y a plus de sujet. Il y a également une nouvelle qui est plutôt bonne, je commence par les bonnes. Le crédit d'impôt formation pour les dirigeants est prolongé, tout simplement pour permettre la prise en compte, puisque le système a complètement été modifié, mais pour pouvoir permettre la prise en compte des dépenses de formation effectuées jusqu'au 31 décembre 2024. Donc on est vraiment dans une continuité. Et là, ce dispositif de crédit d'impôt est donc prorogé. J'aborderai un autre sujet qui concerne plus particulièrement la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et là, je ne suis pas certaine que tout le monde en soit informé parce qu'il n'y a pas eu beaucoup pour l'instant de communication là-dessus. Je voulais vous dire que pour financer la fameuse nouvelle ligne ferroviaire, la LNPCA, il y a une mesure dans la loi de finances qui a été adoptée qui prévoit le financement des travaux à travers deux taxes. La première, qui est une création, c'est la taxe sur les bureaux, qui va concerner l'ensemble des bureaux, entreprises, mais également les collectivités locales, mais également les institutionnels et également l'État. Donc tous les bureaux vont être soumis à une taxe sur les bureaux pour l'année 2023. Là-dessus, nous aurons, nous, DRFIP, mais également la DDFIP, la Direction départementale des finances publiques du 06 et du 83, qui sont les deux autres départements, comme celui du 13, concernés par cette taxe sur les bureaux. Nous aurons l'occasion de revenir et de faire de la communication là-dessus, parce que cette taxe est subordonnée pour son paiement à une déclaration. Et donc, les entreprises seront tenues de déposer une déclaration dans les SIE d'établissement des sièges dans le département, dans les 3 départements. Et elles auront à payer cette taxe qui sera reversée, bien évidemment, à la société maître d'ouvrage qui construit, qui fait les travaux de la LNPCA. Donc, il y a une grosse nouveauté qui est passée un petit peu inaperçue, c'est la création de cette taxe, mais nous aurons l'occasion de revenir et d'expliquer un petit peu tout ça. La deuxième partie de financement de ces travaux ferroviaires, c'est la création, alors là, non pas d'une taxe, mais d'une surtaxe par rapport à quelque chose qui existe déjà et qui est la taxe sur les séjours. Donc, toute personne qui propose un hébergement touristique, les plateformes, les hôtels, les particuliers sont soumis à une taxe sur les séjours qui est votée par délibération des collectivités locales. Et les 3 départements que j'ai cités, 06, 83 et 13, vont donc connaître une surtaxe à cette taxe de séjour, et une surtaxe de 34% sur la taxe sur les séjours. Bon. Donc, ça, c'était une bonne nouvelle. Je dirais que là-dessus, ce sont des choses qui ont été votées pour pouvoir financer les travaux qui sont pris en charge par une société émettrice d'ouvrage qui dépend bien sûr de la région PACA. Ce n'est ni une mauvaise ni une bonne nouvelle, c'est une nouvelle qui est liée à la volonté d'améliorer le trafic ferroviaire dans cette belle région. Voilà, là, on sait pourquoi on va payer des taxes, c'est très bien aussi, parce qu'on améliore les réseaux existants. Voilà. Merci. Voilà, alors, je vais laisser la parole à ceux qui ont des questions à poser, sachant que pour la baisse de la CVAE, on était d'autant plus heureux que tu en parles, parce que en tant qu'organisation patronale, la CPME a fortement poussé aussi pour qu'il y ait des baisses des impôts de production, et notamment la CVAE. Donc, on est ravis de ces actions. Est-ce que j'ai une question sur le chat? Moi, sur le chat, je le lis pas là. Axel, il y en a ou...
Sinon, on Alors, m'en avait Non, posé une pas de questions pour le moment sur le chat. qui était moins liée. Je crois que du coup, on va terminer la première partie là-dessus, puisque bon, c'était quand même cette nouvelle contrainte, entre guillemets, ou du moins cette nouvelle déclaration qu'il faut faire pour ceux qui ont des logements dont ils sont propriétaires, que ce soit à titre de résidence principale ou parce qu'ils les ont mis en location ou en résidence secondaire. Il y a une nouvelle formalité à faire. J'ai compris que c'était jusqu'au 30 juin de mémoire 2023. Tu veux que je précise? Je vais préciser Oui, parce que ça, juste c'est un pas peu, dans la... parce que comme ça, on Voilà. a l'auditoire qui nous écoute. Voilà, c'est pas une mesure loi de finances, mais c'est effectivement une mesure qui a été déjà adoptée. En fait, c'est une déclaration que vous devez, enfin, c'est pas une déclaration, hein. En réalité, c'est chacun d'entre nous qui sommes propriétaires de locaux doit aller, et c'est valable aussi pour les collectivités locales qui sont propriétaires de locaux, il faut aller vérifier sur son site impôts.gouv.fr dans son espace personnel. Il y a une rubrique qui s'appelle biens immobiliers. Il faut aller vérifier la connaissance que l'administration des finances publiques peut avoir de la consistance de vos locaux et surtout de la qualité qui est l'occupant du local, parce que c'est cette validation ou cette modification qui permettra à moyen terme de pouvoir bien vérifier qui occupe le local à quel titre. Si vous êtes propriétaire et que c'est votre résidence principale, vous le savez, à partir de 2024, il n'y a plus du tout de taxe d'habitation principale. Si c'est une résidence secondaire, vous restez passible de la taxe d'habitation secondaire, ou si vous dites que vous ne l'occupez pas, que ce n'est pas une résidence secondaire, que vous avez malgré tout cette propriété, elle est passible de la taxe sur les logements vacants. Donc, il faut absolument aller sur ce site-là pour vérifier la consistance des locaux. C'est quelque chose qui nous permet, qui va changer effectivement le paradigme habituel. Ce n'est plus l'administration qui va aller vers le propriétaire pour lui demander est-ce qu'il y a des modifications dans votre habitat, etc. C'est chacun d'entre nous qui, en fonction des événements qui vont arriver sur son bien immobilier, devra aller modifier, alors là pour le coup, sa déclaration en termes de je déclare quelque chose auprès des finances publiques. C'est également quelque chose qui était pensé et voulu à moyen terme pour la future révision des valeurs locatives des locaux d'habitation. Donc c'est vraiment à des fins à la fois de connaissance, à la fois de fiscalisation, mais sans doute également lorsque on réfléchira sur le dispositif de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation, le vecteur qui sera le plus facile pour échanger avec l'administration et être en capacité de dire bon ben voilà, moi j'occupe une maison qui a 3 pièces, qui a un garage, qui a un parking, etc. Donc voilà Corinne, alors effectivement tu as raison, il faut le faire avant le 1er juin. Et oui, au 1er juin, non, d'accord. Bon, ben c'est super. Écoute, merci. Je crois que la première partie, nous l'avons déjà bien détaillée. Il n'y a pas trop de questions. Ça veut dire qu'en fait, au niveau des mesures, c'est vrai que peut-être en termes de PME, TPE, on était un peu moins directement impacté, mais on les a énoncés. Donc, on pourra même communiquer là-dessus. Maintenant, je crois que peut-être ce qui nous intéresse davantage, c'est savoir comment faisons-nous lorsque aujourd'hui nous avons entre autres un compteur qui est supérieur au 36 kVA. Entre autres, pour bénéficier des mesures d'accompagnement, parce que malheureusement, je crois que pratiquement toutes les entreprises subissent, quand c'est le cas, justement, une forte hausse de l'électricité. Et pour les autres, au contraire, bonne nouvelle, elle serait limitée à 15%. Donc, si tu veux bien expliquer à tout notre auditoire les dispositifs. Je vais essayer d'expliquer. Alors, je n'ai pas voulu vous diffuser ça, tu comprends, parce que c'est un tableau qui est génial, mais le diffuser tout de suite, sans avoir pris la peine de commenter un petit peu, ça a l'effet inverse, ça a l'effet repoussoir. Mais moi, je m'en sers pour vous expliquer les choses dont vous devez vous préoccuper. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'élément le plus important quand on est une TPE ou une PME, c'est de se demander si on est ou pas, en tout cas quand on est une TPE, je vais prendre la famille TPE, quand on est une TPE, c'est-à-dire on a moins de 10 salariés et un chiffre d'affaires, recette ou un total de bilan annuel inférieur à 2 millions d'euros. Donc quand on est une TPE, la difficulté qu'on a éventuellement dans le paysage, c'est juste de se demander si on a un tarif réglementé de vente de l'électricité, ce qu'on appelle le TRVE, bref, le tarif de vente réglementé,
est-ce qu'on a vraiment ce tarif-là parce qu'on a un compteur qui est inférieur à 36 kV/ampère, ou est-ce que en étant TPE, je ne suis pas avec un compteur de 36 volts ampères, mais j'ai un compteur supérieur. Donc, il y a déjà deux grandes familles quand on est TPE. Je répète, soit on a un compteur, le fameux compteur bleu d'autrefois quand on était chez EDF, mais donc il est plus bleu aujourd'hui, enfin à certains endroits il l'est encore, mais soit on a un compteur qui est inférieur à 36 kV/ampère, soit on a un compteur qui était supérieur à 36 kV/ampère. Ben, quand on est une TPE, si on a un compteur inférieur à 36 kV/ampère, on n'a rien à faire. On n'a rien à faire parce qu'on est regardé comme étant un particulier, et vous et moi en tant que particulier, on relève du tarif réglementaire, comme tu l'as dit, Corinne, fort justement, pour lequel on bénéficie d'un bouclier dit tarifaire qui est je suis avec une augmentation limitée à 15% du prix de l'énergie. Bon, donc on a un bouclier, on ne pourra pas être augmenté de plus de 15%. Si on est une TPE et qu'on est, parce que je verrai les subtilités après, hein, si on est une TPE, mais qu'on a un compteur supérieur à 36 kV/ampère, alors là, on a une seule démarche à faire, on a juste à se demander si par hasard, en tant que TPE, mais avec un compteur supérieur à 36 kV/ampère, est-ce que par hasard, je n'aurais pas besoin d'une aide? Ou est-ce que je n'aurais pas le droit à une aide? Eh bien, si vous avez droit à une aide, mais pour pouvoir en bénéficier, il va falloir aller sur le site de votre fournisseur d'énergie pour aller chercher ce qu'on appelle une attestation. Et l'attestation, elle est facile à remplir. Il suffit en fait de dire je suis une TPE, mais je n'ai pas un compteur inférieur ou égal à 36 kV/ampère, donc je viens voir ce que l'on peut me proposer. Il n'y a rien d'autre à faire parce que c'est le fournisseur qui, automatiquement, en fonction des éléments d'information que vous lui donnez, vous fera bénéficier de quelque chose qui s'appelle l'amortisseur électrique et qui est ni plus ni moins que quelque chose qui va vous permettre d'avoir une garantie d'un prix particulier. Cette garantie de prix particulier, elle arrive, elle a tout un mécanisme, c'est un amortisseur qui reprend une disposition dont je vais parler tout à l'heure, mais le mécanisme général, c'est pour que votre prix d'électricité ne dépasse pas 280 € par kilowattheure en moyenne sur l'année. Donc, je suis TPE, j'ai un tarif réglementaire, j'ai le bouclier tarifaire. Je suis TPE, j'ai une puissance compteur supérieure à 36 kV/ampère. Je vais chercher une attestation sur le site de mon fournisseur et je vois ce qu'il me propose. La petite subtilité, quand on est TPE, toujours je suis avec les TPE stricto sensu, quand on est une TPE, on peut avoir un compteur qui est certes inférieur à 36 kV/ampère, mais alors quelqu'un me demande le nom de l'attestation. C'est marqué attestation. Attestation. Il n'y a pas de nom, mais c'est attestation. Ne vous inquiétez pas, c'est sur les sites, c'est marqué attestation. Bon, mais je suis excuse-moi, je reviens sur l'attestation. Il y a une deadline aussi, non? Quand même, c'est au 31 mars, je crois. Alors, c'est le 31 mars, mais franchement, je pense que s'il y avait une grosse difficulté, il faut demander à son fournisseur. Si on arrive le 30 mars et puis qu'on n'a pas le temps, je pense qu'il pourra accepter quand même un petit peu de déport dans le temps. Oui, mais tu as raison, il y a une date. Alors, je reviens à ma petite famille de TPE qui ont certes un compteur inférieur ou égal à 36 kV/ampère, mais qui n'ont pas de chance, ils ont renégocié un contrat et là, ils sont plus avec le tarif réglementé, alors même que leur compteur est inférieur à 36 kV/ampère. Alors, cette petite niche, entre guillemets, qui peut concerner pas mal de monde, en fait, là aussi, même chose, il va falloir aller sur le site de son opérateur, aller chercher l'attestation qui s'appelle attestation, la remplir, et là, le fournisseur, pour le coup, va mettre en place une garantie des prix. On n'est plus dans le bouclier tarifaire stricto sensu, on est avec un dispositif qui s'appelle garantie des prix. Et là, sur l'ensemble du coût de l'énergie, le fournisseur va prévoir qu'à l'année, le prix qu'il vous facturera ne pourra pas dépasser en moyenne 280 € par mégawattheure en moyenne. Alors, je répète, quand on est TPE, soit on a un compteur inférieur à 36 kV/ampère avec le tarif réglementé, il ne se passe rien, on est comme un particulier, on voit juste ses factures éventuellement augmenter, limitées à 15%.
soit on est TPE, on a bien un compteur encore inférieur ou égal à 36 kVA, mais on n'est pas au tarif réglementé. Et là, on a la garantie des prix. Garantie de prix qui fait que le prix à l'année sera en moyenne inférieur à 280 € mégawattheure. Soit on est une TPE, mais on a un compteur supérieur à 36 kVA. Et là, on a un amortisseur d'électricité qui sera appliqué sur la facture. Et lui, cet amortisseur, comme il intégrera aussi une garantie des prix, en fait, il aboutit à ce que le prix qui sera facturé soit également inférieur à 280 € par mégawattheure en moyenne sur l'année. Donc le seul cas, quand on est TPE, le seul cas où on n'a pas besoin d'aller chercher une attestation, c'est peut-être ça qu'il faut retenir, le seul cas où on n'a pas besoin d'aller chercher une attestation quand on est une TPE, c'est quand on a un compteur inférieur ou égal à 36 kVA et qu'il est marqué sur vos factures que vous êtes en tarif réglementé. C'est tout. Dans tous les autres cas de figure, vous ne vous prenez pas la tête, comme on dit un peu trivialement, vous allez sur le site de votre opérateur et vous allez remplir l'attestation. L'opérateur, lui, il sait quelle aide il pourra vous faire octroyer. Donc ça, c'était la famille des TPE. Pour ce qui concerne les PME, donc les PME au sens définition du droit européen, c'est donc une entreprise qui a moins de 250 salariés, dont le chiffre d'affaires est inférieur à 50 millions d'euros ou dont la valeur du bilan est inférieure à 43 millions d'euros. Donc là, j'ai quitté la famille des TPE. Je suis une PME. Alors là, c'est pareil. Par contre, on ne se pose jamais la question. Comme on est une PME, on n'a pas du tout droit, on n'est pas éligible au tarif réglementé de toute façon. Et là, eh bien, on va chercher son attestation sur le site de son opérateur, de son fournisseur d'énergie, et on va là aussi pouvoir bénéficier du dispositif de l'amortisseur d'électricité. Cet amortisseur d'électricité pouvant, comme je le disais tout à l'heure, aboutir à un tarif qui soit limité et plafonné. Et ça sera directement porté sur la facture. Là, il faut être clair, c'est le bénéfice de ce rabot, comme on l'appelle dans notre langage, il faut vraiment le remplir, la remplir, parce que, comme pour les TPE, le fournisseur ne sait pas arrêter calculer le nombre de salariés d'une entreprise. Il sait qu'il a une entreprise en face de lui, mais il ne sait pas combien de salariés il y a. Donc c'est pour ça que, en dehors des gens qui sont au tarif réglementé, tous les autres cas de figure supposent qu'on aille chercher l'attestation. C'est pour les PME. Alors, il y a une intersection pour l'ensemble de ces entreprises. C'est que pour les toutes petites entreprises qui sont avec un compteur supérieur à 36 kVA, toutes les PME, quelle que soit leur situation, et les très grandes entreprises qui sont dites énergo-intensives, pour ces trois catégories-là, de toute façon, elles peuvent avoir également non plus une réduction du prix de l'électricité, mais une subvention, une aide, qui leur est versée par le canal des finances publiques à travers un guichet dont vous avez tous entendu parler et qui s'appelle le guichet aide, gaz, électricité. Pour pouvoir en bénéficier, il faut aller faire une démarche sur impôts.gouv.fr, il faut aller sur son site professionnel et là, vous vous laissez guider, on vous demande des renseignements, vous devez notamment faire des comparaisons, aller chercher les factures de 2021 qui concernent la période pour laquelle vous faites la démarche, puisque l'aide guichet entreprise, en fait, elle a été pensée à partir de l'été dernier pour être regardée de 2 mois en 2 mois. Donc, vous aviez une première période septembre-octobre, elle est fort close. Vous aviez une période novembre-décembre, elle est en cours. Et le dispositif a été reconduit jusqu'au 31 décembre 2023. Donc, cette aide, en fait, elle suppose une démarche sur le site impôts.gouv.fr. Elle est dépendante de certaines conditions. Il faut que les factures d'énergie pendant la période concernant la demande d'aide représentent 3% du chiffre d'affaires de la même période en 2021. Et vous devez également joindre
quand vous remplirez la demande d'aide au guichet entreprise, il faut joindre les factures de la période au titre de laquelle vous demandez l'aide, c'est-à-dire les factures de 2022, mais également toutes les factures de 2021. Ne pas oublier également de mettre son RIB. Lorsque vous allez sur le site impôts.gouv.fr, vous avez une moulinette qui vous permet de voir, d'évaluer l'aide à laquelle vous avez droit par ce guichet. Au-delà de ce que je viens de présenter, qui a l'air, qui peut faire peur, je le conçois. Il faut juste se dire que c'est un peu fastidieux, certes, mais qu'en réalité, c'est relativement simple si on prend bien la précaution, quand on va sur le site, de lire, de voir les documents qui sont demandés, et après de s'y mettre, avec l'aide ou pas de son expert comptable, mais de s'y mettre en ayant à disposition les documents dont on a besoin. Or, sur le site et dans les foires aux questions du site impôts.gouv.fr, on vous dit ce dont vous avez besoin pour ne pas être en train de faire quelque chose, puis vous dites, ah bah flûte, j'ai pas toutes mes factures, j'ai pas regardé dans tel dossier, etc., etc. Il y a des situations où, pour pouvoir bénéficier de cette aide, les usagers, les consommateurs ont été ennuyés parce qu'ils n'avaient pas de facture ou ils avaient une facture annuelle. La bonne nouvelle de début 2023, c'est qu'il y a le guichet maintenant comporte une procédure de régularisation qui permet donc de rattraper sur 2022 les dépenses qui auraient pu donner droit à cette aide, mais qui n'ont pas pu parce que la facture annuelle est arrivée post-31 décembre 2022. En résumé, cette aide qui peut être plafonnée à 4 millions d'euros, elle est ouverte à toutes, sauf aux TPE qui sont en tarif réglementé. Elles sont cumulables par conséquent avec l'amortisseur électricité dont j'ai parlé, dont pour certaines TPE, il y a la garantie de prix et l'amortisseur qui peut embarquer aussi la garantie des prix. Mais ça, vous ne vous en préoccupez pas, puisque tout ça est calculé en fait par le fournisseur. Et pour pouvoir avoir l'aide, c'est de toute façon quelque chose qui est apprécié avant application de l'amortisseur électrique. Donc, vous ne vous en préoccupez pas, vous faites votre démarche et c'est le site impôts.gouv.fr qui vous donnera le calcul résultant de votre démarche. Je ne vais pas aborder l'aide. Oui, je pense que, en fait, parce que j'ai l'impression que ça paraît complexe du coup dans la façon dont on annonce tout ça, mais ça n'est pas tant que ça parce que soit on bénéficie effectivement du bouclier tarifaire, et là c'est parfait. Pour les autres cas, il y a soit cumul d'aide, mais comme c'est pas toujours aussi simple que ça, soit vous faites effectivement accompagner pour ceux qui ont un expert comptable ou les services fiscaux. Et tu disais donc c'est sur le site impôts.gouv qu'il faut qu'on se manifeste à la messagerie. Voilà, c'est là que je crois qu'il faut qu'on explique. Et après, on a quand même une question sur ceux qui n'ont pas d'antériorité, qui viennent de se créer soit en 2022, soit en 2023. Alors, je vais y venir. Bien sûr, j'ai parlé des experts comptables. Il y a tout un panel d'aides, de soutien pour les TPE et les PME pour pouvoir savoir comment faire pour bénéficier des aides dont on a parlé. Il y a bien sûr les chambres consulaires qui ont mis en place des conseillers pour répondre aux entreprises, mais ça va depuis la chambre de métier en passant par les CCI. Donc, il y a des conseillers qui répondent. Il y a bien sûr la CPME 13 avec laquelle nous travaillons qui fait des dates, des rencontres, mais qui anime également des réunions. Et puis, il y a, pour ce qui concerne, je dirais, la procédure un peu plus étatique, il y a un numéro de téléphone national dont j'oublie toujours le numéro, je le retrouverai, c'est 0806, je sais pas quoi. Voilà, je l'ai retrouvé, c'est 0806 00245. Ça, c'est un numéro national qui permet de voir le dispositif global des aides à disposition. Et puis, il y a surtout ce qu'on a mis en place au niveau des directions des finances publiques départementales ou régionales comme la mienne. On a mis en place, bien sûr, la conseillère départementale de sortie de crise qui est là pour aider à se reconnaître, à se retrouver plutôt dans l'ensemble des aides qui sont proposées. Et elle, c'est quelqu'un dont vous trouverez les références sur le fameux site impôts.gouv.fr, pour lequel vous trouverez son numéro de téléphone fixe, mais également son portable, qui est dédié pour qu'on puisse lui téléphoner
à des horaires qui sont pas forcément ceux qualifiés de bureau, parce qu'on peut se demander aussi quels sont les horaires réellement de bureau. Mais en tout cas, donc, ma conseillère sortie de crise, qui s'appelle Madame Olivia Véronsac, me disait encore la semaine dernière, vendredi dernier, qu'elle avait des échanges avec des boulangers ou d'autres commerçants à 7h ou 6h30 du matin, parce que il y a la première fournée avait eu lieu, la deuxième n'était pas encore dans le paysage, et que c'était le seul moment où les artisans étaient disponibles, ce que nous comprenons très bien. Et donc, on s'est mis en capacité de répondre à des horaires qui n'étaient pas forcément ceux auxquels nous sommes habitués. Nous ne sommes pas seuls, bien sûr, à donner de l'information. Il y a tout ce qui concerne nos partenaires habituels dans le soutien économique aux entreprises en difficulté. Mais sachez que la porte d'entrée la plus facile, entre guillemets, c'est d'aller voir sur le site impôts.gouv.fr les références de cette conseillère départementale sortie de crise qui en plus a un mail, donc on peut la joindre par mail, sur le portable ou en ligne fixe. Elle n'est pas toute seule, je vous rassure, il y a un petit peu de monde derrière elle pour pallier quand elle est déjà en ligne, mais c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à la contacter. Ça, donc, merci, effectivement, parce que je trouve qu'effectivement, les impôts, enfin, sous l'impulsion, je ne sais pas si uniquement de la direction régionale, mais je pense que c'est un peu partout, a mis les moyens pour apporter des solutions, apporter des précisions. Nous, on va, je suppose, faire passer aussi une information avec, moi j'ai par exemple un document où j'ai effectivement les cas répertoriés, et ce sera plus simple de vous envoyer ce schéma qu'on a d'ailleurs récupéré sur le site des impôts, hein, donc il n'y a pas de problème, c'est un document qu'on peut retrouver partout. Je suppose que si tu nous fais passer aussi les moyens d'avoir l'information, eh bien nous allons le diffuser de même. Alors en termes de questions, je disais, on en a quand même une qui est revenue à la fois moi en amont et une sur le chat. C'est toutes les nouvelles entreprises qui me disent, moi je viens à peine de me créer, est-ce que je suis aidée quelque part si j'ai un tarif hors de prix, ou celles qui n'ont pas la possibilité d'avoir 2021 en référence, que font-elles? Alors, oui, il y a un assouplissement. Oui, tout à fait. Alors ça, c'est la question qui est bien sûr remontée et qui est une vraie difficulté dans tout ce qui avait été prévu. Alors, à partir du 20 mars, il y aura ouverture pour le guichet. Il y aura possibilité d'aller demander des aides du guichet gaz et électricité à partir du 20 mars pour les entreprises qui n'ont pas de référence 2021. Donc, qu'elles aient été créées début 2023 ou en 2022, c'est sûr qu'elles n'ont pas de référence 2021. Et donc, à partir du 20 mars, il y aura la possibilité, alors, selon des modalités que je ne connais pas encore, mais il y aura ouverture et éligibilité. Voilà, on rassure nos entreprises pour toutes celles qui sont nouvellement créées ou du moins après 2021. On les a pas oubliées parce qu'en fait, c'est ça l'inquiétude aussi, mais il faut attendre un petit peu la mise en place. Après, j'ai une question aussi, toujours pareil, possible, pas possible d'y répondre, bien évidemment, mais sur ce fameux prix de 180 €, comment on dit, le mégawattheure, enfin je sais plus, lissé toute l'année. Est-ce que si effectivement le prix de l'électricité venait à baisser, comme certains ont l'air de le dire, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y aura quand même, même si c'est trop tôt pour le dire bien sûr, mais un prix qui pourrait être baissé? C'est une question qu'on nous a posée là, via les mails. Ou est-ce que c'est figé? Alors, c'est une excellente question, mais c'est une aide qui est octroyée parce que sur l'année, il y aurait un dépassement du tarif pour lequel il y a l'aide. Donc, si on peut imaginer que si les prix d'électricité, enfin, on peut imaginer, on peut l'espérer surtout, si on espère que les prix d'électricité reviennent à des montants qui soient en deçà de ce qui est la garantie du prix, disparaîtra ou s'adaptera, mais je sors le joker. Bon, parce que tout simplement, comme on ne sait pas comment ça va s'articuler en termes de moyenne sur l'année, je pense que on est encore un petit peu. Alors, le numéro que j'ai indiqué, c'est le 0806 00 245. C'est le numéro national. Mais je vous invite vraiment, si vous êtes dans le 13, je vous invite vraiment à aller sur le site impôts.gouv.fr, rubrique professionnelle, mon espace professionnel, et aller cliquer. Il y a toute une présentation sur justement le soutien aux entreprises et les aides dans le cadre de la crise énergétique. Il y a, comment dirais-je, je sais pas comment ça s'appelle, mais un lien actif. Voilà, je cherchais.
un lien actif qui renvoie à l'ensemble des coordonnées de tous les conseillers départementaux de sortie de crise avec leur portable, leur adresse mail et le poste fixe. Donc, le numéro national est vraiment là pour donner des grands principes et vous dire et vous redire où vous pouvez trouver de l'information. Si vous êtes dans une démarche où vous êtes un peu plus ennuyé parce que vous avez commencé à regarder mais vous vous y retrouvez pas, ou vous ne savez pas si vous avez bien fait, ou vous êtes allez, j'ose le dire, vous êtes un peu en panique, ce qui est tout à fait légitime et compréhensible. Le numéro de la conseillère de sortie de crise est peut-être le plus efficace parce que le numéro national, il vous renverra en disant non, moi je peux pas, je suis désolée, je suis en national, je suis pas là pour apprécier en local ce qui se passe. Donc n'hésitez pas à aller plutôt prendre contact avec la conseillère sortie de crise. Le message qu'on veut tous faire passer, que ce soit les chambres consulaires, que ce soit les experts comptables, que ce soit les représentants, les institutions patronales, tout le monde veut faire passer un message, c'est que on a bien conscience que les TPE et les PME, mais surtout les TPE, elles ont peut-être autre chose à faire que de s'adapter à la difficulté, au jargon administratif et au maquis des aides. Et on le comprend très bien. Ce qui veut donc dire qu'il ne faut pas hésiter à solliciter qui vous voulez, que ce soit quelqu'un de la CPME 13, que ce soit quelqu'un des chambres consulaires, que ce soit quelqu'un à la chambre des métiers et de l'artisanat, où là aussi ils ont des équipes, ils ont vraiment un numéro de téléphone. Enfin, il ne faut pas hésiter à prendre contact parce que on travaille ensemble et on peut avoir des informations sur la situation d'une entreprise, d'un artisan, et bien évidemment, on interviendra et on fera tout ce qu'il faut pour les aider ou l'aider à bénéficier des aides auxquelles ils ont droit. Si tu me laisses juste encore un peu, Corinne, Oui, je dans te tout laisse. ce qu'on vient de présenter, je voulais juste préciser une chose, c'est que indépendamment des aides et du soutien par rapport à la crise énergétique dédiée que je viens de présenter, les artisans ou les petites entreprises qui rencontreraient à Voilà, nouveau j'allais y venir. de façon récente des difficultés liées à la crise. Crise, on sait plus quelle crise d'ailleurs, une crise énergétique, crise des approvisionnements, encore que ça aille mieux. Enfin bref, on est là également pour apprécier la situation de manière bienveillante et c'est pour cela que on a réactivé depuis le mois de janvier la possibilité d'octroyer des étalements du paiement des créances fiscales, pas la TVA. Puisque la TVA, je ne vais pas vous faire l'injure de vous expliquer, vous demandez une somme d'argent, il y a la TVA dedans, ce n'est pas l'argent qui vous est destiné en termes de bénéfices, c'est l'argent, une partie qui doit être reversée à l'État, puisque merci à toutes les entreprises, vous nous aidez, vous êtes des collecteurs de taxes. Donc la TVA n'est pas concernée par les étalements, mais tout le reste, oui. Et les étalements de créances fiscales sont également doublés de la possibilité de demander un étalement des créances sociales. Moralité, il ne faut pas hésiter à contacter le service des impôts des entreprises et surtout cette fameuse Olivia Véronsac pour pouvoir voir comment éventuellement on peut solliciter des étalements de paiement de ces impôts et taxes. C'est ce que je voulais préciser parce que voilà. Non, oui. Mais le message ne pas se laisser submerger, tu viens de le dire, et qu'effectivement, c'est une vue plus globale qu'il faut avoir. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide, à demander de l'étalement, à demander des échéanciers. Ça, c'est un message d'ailleurs qu'on va continuer à porter et à faire passer, parce qu'effectivement, il y a les difficultés de trésorerie qui vont avec, voilà. Donc, et surtout, du coup, c'est la question complémentaire, mais je ne sais pas si par exemple tu en as toi la possibilité d'y répondre. C'est qu'effectivement, une fois qu'on fait la demande d'aide, il y a des délais, j'imagine, de mise en place. Il y a on a déjà à peu près. Alors les aides AGE, donc les aides dont nous nous occupons par rapport à ce guichet. En réalité, je ne peux pas te donner de délai moyen parce que jusqu'à présent, on n'avait pas beaucoup de dossiers, mais maintenant qu'on en a un peu plus, que ça monte en puissance, il y a tout un processus d'itération entre l'administration des finances publiques et la personne qui demande l'aide. Donc, je ne peux pas te dire qu'on est attaché à vous donner un délai à partir du moment où on fait la demande. En revanche, à partir du moment où le dossier est complet, le paiement intervient en 5 jours. Ah, ça déjà, c'est une bonne nouvelle. C'est important à diffuser. À partir du moment, voilà, mais attention, ouais.
Mais Corinne, à partir du moment où le dossier est complet, c'est-à-dire où la personne qui travaille voilà, dit bah voilà, c'est OK, c'est bon, rassurez-vous, tout est nickel, ou bien même d'emblée, le dossier peut être nickel. Donc il y a un mail qui dit OK, c'est parfait, hop, ne vous inquiétez pas, on envoie pour paiement. Bah écoute, c'est parfait, mais ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi, en termes de questions que j'avais un peu anticipées, j'ai fait le tour. Est-ce qu'il y en a de nouvelles dans les personnes connectées? C'est vrai que c'est toujours un peu inquiétant d'entendre tous ces dispositifs parce que ça paraît compliqué. En fait, c'est pas tout à fait le cas puisqu'une fois qu'on sait dans quelle situation on se retrouve, bah, l'aide elle est plus ou moins ciblée et facile et parfois cumulative. Tu l'as bien dit. Donc tant mieux. Après, on a toujours les oubliés ou les trous dans la raquette. En ce moment, il y a beaucoup de fermetures de boulangeries. On ne sait pas trop ce qu'on peut faire pour eux. Attention, je me permets d'intervenir. Axel, c'est très très bien. Vous avez donné le chemin pour aller chercher la référence à la conseillère sortie de crise. Je te remercie. Par contre, le numéro de téléphone national, tu as oublié un zéro. C'est 0806 30 245. Ah oui, Voilà, on vient passer. désolé. Voilà, d'accord. Ah, mais on vérifie tout, tu sais, c'est la déformation professionnelle. Alors, Oui, le voilà, petit donc je pouvoir, disais. tu as dit que tu le passerais, hein, donc voilà. D'accord. De toute façon, on fera passer. Alors, est-ce que il y a quelqu'un qui nous écrit, je reviens, nouvelle souscription. Pour une TPE, on souscrit inférieur à 36 kVA et au 20 mars, on se renseigne sur les aides. Merci. Voilà. Donc ça, c'est une information effectivement qui a été passée par le chat. Bon, est-ce qu'il y a d'autres, parce que je ne sais pas trop à quelle heure on arrête, mais on a encore quelques minutes. Est-ce qu'il y a encore des questions? N'hésitez pas, parce que bon, profitons hein, d'avoir la directrice régionale des finances publiques, parce que c'est pas tout le temps qu'on peut avoir ce contact direct. D'ailleurs, merci, tu avais été présente à un déjeuner que nous avions organisé, et c'est ce genre Oui, d'événement que la CPME 13 nous aimons mettre en place. Je pense d'ailleurs qu'il y en aura d'autres, parce que en fait, et tu l'incarnes bien, et avec les dispositifs aussi que nous avons mis en place, on cherche avant tout la proximité. Les entreprises ne doivent surtout pas se sentir isolées, et grâce notamment, bon, tu as cité les organisations consulaires et d'autres organisations, mais nous, la CPME 13, on y tient absolument, parce que dès que vous avez une difficulté, d'abord vous avez notre numéro de téléphone, allô CPME 13, que je n'ai pas, mais qu'on peut rajouter, et y compris surtout si elle concerne les aides liées au coût de l'énergie ou une question quelconque liée à la fiscalité, on peut toujours vous mettre en rapport avec nos experts, avec le site des impôts, avec des services, etc. Surtout, surtout, ne gardez pas pour vous la difficulté que vous rencontrez. Interrogez-nous et chaque fois qu'on pourra, dans la mesure où effectivement on y arrivera, on vous apportera des solutions. alors il y a une question de Sandrine qui disait, excusez-moi, en fait c'était une question parce que je reviens aux nouvelles Et oui, je viens de la souscriptions. revoir moi aussi. Voilà. Je te laisse y répondre alors. Bah, déjà, moi je suis pas là pour vous dire si vous devez souscrire ou pas à un compteur inférieur à 36 kVA. Ça c'est, chère Sandrine, c'est à vous de savoir ce dont vous avez besoin en fonction de vos exigences de production. Donc je ne peux pas vous aider parce que c'est à vous de voir. Par contre, évidemment, puisque vous vous créez maintenant, si vous vous créez maintenant, effectivement, à partir du 20 mars, vous pourrez voir comment se passent les aides, mais les aides au fait AGE, parce que les autres aides dont on a parlé, qui sont des aides directes sur la facture, elles se mettront elles se mettront en place en fonction de l'attestation que vous irez chercher chez votre fournisseur. Donc, pour répondre à votre question, soit vous êtes une TPE, soit vous créez et puis du coup on vous dit bah vous chère madame votre puissance de compteur, vous n'avez pas besoin d'un compteur très très puissant, donc vous prenez un compteur inférieur à 36 kVA. Si vous êtes sur le tarif réglementé, vous n'avez rien à faire. Si vous n'êtes pas sur le tarif réglementé, là vous rentrez dans tout le dispositif qu'on a dit tout à l'heure et vous prenez pas la tête, vous demandez une attestation à votre fournisseur dès lors que vous avez un mois d'existence. Et là vous verrez comment vous bénéficierez d'une aide ou pas d'une aide. À mon sens, avant d'aller sur l'aide guichet entreprise, il faut voir combien vous avez de dépenses d'électricité. Après, il faut vraiment voir aussi la puissance dont on a besoin. Alors, je suis en train de regarder un petit peu mes papiers qui sont sur mon bureau parce que il y a des choses qui sont en train de se caler encore. Et pour quand on est sur un nouveau contrat,
Donc, si vous créez là, je sais pas, on est quoi? On est le 7 février. Si vous vous créez au 1er avril, il faut que dans le mois de votre création, vous envoyiez l'attestation. C'est-à-dire que il faut pas attendre au-delà d'un mois quand vous créez, quand vous avez un nouveau contrat. Ça ne veut pas dire forcément que vous créez, mais si vous créez ou que vous avez un nouveau contrat, il faut dans le mois du nouveau contrat souscrire l'attestation. Et après, je dirais que les choses se mettent en place en fonction de ce à quoi vous avez droit. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre interrogation, Sandrine, mais voilà. Quant au petit PowerPoint, on vous passera effectivement celui que j'ai là, personnellement, je le trouve très bien. C'est nous qui l'avons fait. Ouais, bien. On Et, sera heureux de partager ce document qui est visiblement très lisible et facile après à suivre. Ouais. Ben, merci. Je crois je pense que j'ai pas d'autres questions. Et voilà, ben, je te remercie infiniment. Je vous remercie aussi à tous d'avoir participé à ce webinaire. J'avoue que, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur ces thématiques-là, pour nous, c'est une première et je pense qu'on continuera parce que il y a toujours une nécessité de bien comprendre les aménagements fiscaux et puis surtout de voir qu'il y a des solutions, il y a des moyens qui sont mis en place et que nous vous les présentons régulièrement. Et puis, alors, je voulais surtout vous dire pour tous ceux qui sont présents que nous allons continuer dans la série des Time to Talk avec le prochain en février aussi. Cette fois-ci, ça sera jeudi 23 février de 10 à 11, donc le matin. Et sur un thème important aussi pour nous, TPE-PME, c'est la gestion et le pilotage de l'entreprise, et notamment le pilotage de la trésorerie. On sait combien c'est encore plus important aujourd'hui d'être en prévention surtout, pour être efficace. Et notre expert sera Monsieur Nicolas Pellegrini, qui est dirigeant d'une société qui s'appelle SNP Conseil Accompagnement des entreprises. Voilà, je vous remercie une nouvelle fois. Encore merci Catherine. Vous avez toutes les coordonnées, sinon on vous les fera passer. Et merci d'avoir été si nombreux à assister à ce webinaire. À bientôt. Merci tout le monde. Au Au revoir. revoir, Catherine. Merci, au revoir. Mhm.